Salut à tous, ici Nozman. Vous le savez peut-être, mais la découverte scientifique, c'est loin d'être un truc sans risque. Qu'il s'agisse d'explorer des contrées inconnues ou bien de s'aventurer aux confins de la connaissance humaine, de nombreux pionniers n'ont pas hésité à braver l'inconnu pour enrichir le savoir commun, et ça, quitte à parfois y laisser leur peau. Bref, jouer avec le feu au nom de la science, pourquoi pas, mais en ce qui concerne votre argent, si vous voulez éviter de prendre trop de risques, je vous conseille le partenaire de cette vidéo, Trade Republic. En ce moment, et aussi avec le début de l'année, j'essaye de faire un peu attention à la façon dont je gère mon argent, et avec Trade Republic, c'est assez intéressant. C'est une banque mobile qui permet de gérer ton argent directement depuis ton téléphone, sans frais bancaires, donc ça c'est très intéressant. L'appli elle est vraiment simple et intuitive à utiliser. Mais là où ça devient vraiment bien, c'est que même l'argent que tu laisses dessus peut te rapporter des intérêts tous les mois. Donc en gros, ton argent ne dort pas, il travaille un petit peu tout le temps tout seul. L'inscription elle est super rapide, ça se fait en quelques minutes, sans paperasse, tout se fait en ligne directement, donc pas besoin de rendez-vous en agence. Ils ont aussi une carte, la carte Mirror, qui est une carte de débit que tu peux utiliser au quotidien, comme une carte classique. Tout pareil. Perso, moi je l'utilise surtout pour avoir une partie de mon argent accessible tout en ayant ce petit rendement derrière justement. En plus, ils viennent de sortir leur nouveau service téléphonique disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 et ça gratuitement. Donc si tu as des questions ou que tu as besoin d'aide, eh ben ils sont là. Évidemment, investir comporte des risques, y compris la perte en capital et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc évidemment, renseignez-vous bien avant. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien directement en description et vous pouvez aller voir directement sur leur site. Et merci à Trade Republic d'avoir sponsorisé cette vidéo. On reprend. Aujourd'hui, on va donc parler de ces explorateurs de la recherche scientifique, des inventeurs et des chercheurs qui n'ont pas hésité à mettre leur vie en jeu, tout ça au service de la science. Oula, vous entendez ça? On dirait bien qu'il y a de l'orage dans l'air. Nous sommes le 6 août 1753 à Saint-Pétersbourg. Le tonnerre gronde et les rues de la capitale de l'Empire russe s'assombrissent peu à peu. Les premières gouttes de pluie commencent à mouiller les toits, tandis que des pas résonnent sur les pavés. Le type que vous voyez courir là, c'est le scientifique George Wilhelm Richman. Et s'il semble si pressé, c'est parce qu'il a une expérience à mener. Depuis quelque temps, la communauté scientifique ne parle plus que d'une chose, les expérimentations de l'américain Benjamin Franklin avec la foudre. L'électricité fascine donc de plus en plus de monde, Richman le premier. Tout en suivant les indications de Franklin, il a décidé de mettre au point son propre protocole expérimental et il est plus que temps de le tester. Tandis qu'au-dessus de sa tête, les nuages se montrent plus menaçants que jamais, il arrive enfin à son laboratoire accompagné de son graveur, un certain Sokolov, et ça afin de documenter l'expérience. Richman ne veut pas se contenter d'observer la foudre de près, non, il veut aussi pouvoir la mesurer. Afin d'y arriver, il a donc mis au point un électromètre qu'il a attaché à une aiguille métallique elle-même reliée au toit du bâtiment via un câble. Si tout se passe bien, il devrait pouvoir alors quantifier l'électricité dans l'air. Les deux hommes sont prêts, ils se placent à côté du dispositif et attendent impatiemment. Au bout d'un moment, Richman ne tient plus en place et il décide alors de s'approcher de l'électromètre, une décision qui va lui coûter la vie. La suite nous est racontée par Sokolov qui se tient derrière Richman à cet instant précis. Tandis que le scientifique se tient près de son appareil, une boule d'électricité d'environ 10 cm de diamètre se détache de l'aiguille et vient frapper Richman en plein front. Une explosion propulse alors l'homme en arrière tandis que la foudre traverse tout son corps en un instant, faisant éclater sa chaussure gauche au passage. Sokolov est également projeté au sol. La porte du laboratoire est arrachée et vole en éclats. Et le câble relié à l'aiguille explose en propulsant des shrapnels enflammés dans toute la pièce. La scène est absolument chaotique. Le graveur se relève péniblement au milieu de la fumée. Il éteint les flammes sur ses habits et se précipite vers Richman, mais celui-ci ne respire déjà plus. De petites gouttes de sang perlent sur son front, le scientifique est mort électrocuté. Cet événement dramatique marquera profondément la communauté scientifique de l'époque et il servira de leçon quant au danger des expériences de ce type qui étaient fréquemment pratiquées au milieu du XVIIIe siècle. Richman avait en fait commis une grave erreur. Il n'avait tout simplement pas relié son dispositif à la Terre. Pour atteindre le sol, l'électricité de la foudre n'a donc pas eu d'autre choix que de traverser le corps du scientifique, en le tuant sur le coup à l'âge de 42 ans. Un pauvre homme, ce Richman. Mais tous les accidents mortels ne sont pas toujours aussi impressionnants, du moins en apparence. Parfois, il ne suffit que de quelques gouttes pour condamner une personne à une lente agonie. Alors je vous préviens, l'histoire de cette chimiste est tout simplement terrifiante. Voilà, c'est dit. Et elle montre surtout que dans un laboratoire, une manipulation d'apparence banale peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Laissez-moi tout d'abord vous présenter Karen Wetterhahn. En 1996, cette chimiste américaine très réputée dans son domaine fait des expériences sur les effets des métaux lourds sur la santé. Au sein du laboratoire de chimie du Dartmouth College dans le New Hampshire,
Waterhan manipule quotidiennement des substances aux effets potentiellement dévastateurs. Elle respecte donc toutes les règles de sécurité afin de ne prendre aucun risque inutile. Elle porte des gants en latex, une blouse, des lunettes de sécurité et elle travaille sous une hotte prévue à cet effet. Bref, elle sait ce qu'elle fait, vraiment. Mais le 14 août 1996, alors qu'elle transfère du diméthylmercure d'un contenant à un autre dans le laboratoire, quelques gouttes seulement de la substance tombent sur son gant. En quelques secondes, le composé chimique traverse le latex et pénètre sa peau. Le diméthylmercure peut en fait traverser le latex sans aucun problème, mais on ne le savait pas encore à ce moment-là. Tout se passe tellement rapidement que la chimiste n'a même pas le temps de s'en rendre compte. Elle pense simplement que les gouttes sont restées sur son gant, donc elle panique pas trop. Waterhan termine sa manipulation, elle range ensuite son matériel et jette ses gants avant de rentrer chez elle. Cet événement d'apparence minime, presque anodin, va en réalité déclencher tout un processus destructeur aux conséquences absolument cauchemardesques. Dans les mois suivant l'accident, Waterhan est prise de nausées et de vomissements. Elle subit aussi quelques problèmes de coordination qui deviennent progressivement de plus en plus handicapants. Elle se prend des murs en marchant, elle ne parvient plus à conduire ni à écrire correctement. Et au bout d'un moment, elle commence même à avoir du mal à marcher, à parler, et elle souffre de troubles de la vue. En résumé, c'est la merde. Vraiment. Cette accumulation de symptômes inquiétants se produit pour une très bonne raison. Le diméthylmercure est tout simplement l'une des toxines les plus puissantes connues. Rien que ça, tout simplement, c'était le truc avec lequel il fallait pas merder. Il est également extrêmement lipophile, ça veut dire qu'il est beaucoup plus soluble dans les corps gras que dans l'eau. Et vous savez quel est l'organe le plus gras dans le corps humain ? Le cerveau. Après quelques jours dans l'organisme, le diméthylmercure se transforme en méthylmercure, avant de franchir facilement la barrière hémato-encéphalique, pour s'accumuler tranquillement dans le cerveau. Une fois bien installée, la neurotoxine, comme son nom l'indique, commence à s'attaquer à tout le système nerveux central, en perturbant notamment le fonctionnement neuronal. C'est la merde. En résumé, c'est comme si vous lâchiez une souris dans votre ordinateur et qu'elle se mettait à ronger tous les câbles un par un. Au moment de la prise en charge médicale de Karen Waterhan, ses analyses sanguines montrent une concentration mercurielle de 4000 microgrammes par litre de sang, ce qui est absolument gigantesque. On tente bien de la sauver, mais c'est déjà trop tard pour la chimiste malheureusement. Elle entre progressivement dans un état végétatif, prisonnière d'un corps qu'elle ne contrôle plus et qui ne réagit quasiment plus. Alors qu'elle plonge de plus en plus profondément dans le coma, elle se met parfois à pleurer, à crier et à trembler, devenue simple spectatrice de l'effacement de sa propre conscience. C'est juste terrifiant comme histoire vraiment. Karen Waterhan s'éteint le 8 juin 1997 à l'âge de 48 ans, 10 mois après que la neurotoxine ait traversé son gant. Il n'aura suffi que d'une goutte, voilà, c'est tout. Mais c'était la goutte de trop. On ne plaisante donc pas avec les substances mortelles, s'il vous plaît, et c'est pas le prochain scientifique dont je vais vous parler qui vous dira le contraire. Laissez-moi vous raconter la fin venimeuse de Carl Patterson Schmitt. Né dans l'Illinois en 1890, Carl Patterson Schmitt devient au cours de sa vie l'un des zoologistes américains les plus réputés de la première moitié du XXe siècle. Son truc à lui, c'est les reptiles et les amphibiens. Cet herpétologiste de renom devient même conservateur en chef au musée Field à Chicago, un important muséum d'histoire naturelle. Et le 26 septembre 1957, Schmitt se trouve dans son laboratoire au sein du muséum, où il doit observer un petit serpent originaire d'Afrique subsaharienne, un animal que le directeur du zoo de Chicago lui a fait parvenir pour une identification. Tandis qu'il manipule le reptile, celui-ci lui échappe un bref instant, avant d'ouvrir sa grande gueule et de planter l'un de ses crochets dans le pouce du zoologiste. C'est dommage ça, vraiment. Surtout que Schmitt, il a réussi à identifier le spécimen entre-temps. Il s'agit d'un boomslang, un serpent venimeux dont le venin est tout simplement mortel. C'est vraiment dommage. Mais pas de panique, il s'agit d'un boomslang juvénile qui n'a réussi à planter qu'un seul crochet. Voilà, a priori ça devrait aller, ça va piquer un peu, mais tranquille, ça devrait aller. Le zoologiste, du coup, il s'inquiète pas trop. Il remet le serpent dans sa caisse. Après avoir sucé la plaie, il se met un petit pansement sur le pouce. Et plutôt que de passer à l'hôpital, il se dit qu'il va plutôt en profiter pour décrire les effets du venin dans son journal. Comme il pense qu'il ne risque pas d'en mourir, autant que l'expérience serve à quelque chose. Heure par heure, il note chaque manifestation physique causée par le venin. Entre 16h30 et 17h30, Schmitt décrit souffrir de nausées. Entre 17h30 et 18h30, il est pris de frissons, de fièvre et il commence à saigner des gencives. Perso, là je me dis, c'est direction les urgences instantanément. Non, Schmitt, lui, il continue de documenter son calvaire comme si de rien n'était. Voilà, tranquille. Vers minuit, alors qu'il se lève pour aller aux toilettes, il discerne du sang dans son urine, mais en petite quantité. Donc il se dit, ça va, il y a du sang quand je pisse, ça va. À 4h30 du matin, il vomit son dîner, puis retourne se coucher. Ça va.
Après avoir pris son petit déjeuner vers 7h du matin, il indique saigner légèrement de l'anus, des gencives et du nez, mais bon tranquille, ça va. À midi, il commence même à se sentir mieux, à tel point qu'il passe un petit coup de fil à ses collègues du musée pour leur dire qu'ils devraient pouvoir passer plus tard dans la journée. En réalité, c'est la dernière fois qu'ils entendront le son de sa voix. Dans le courant de l'après-midi, Schmidt devient de plus en plus pâle, et ses mains sont glacées. Mais il commence surtout à avoir du mal à respirer, et il perd de plus en plus de sang. Sa femme appelle alors les secours qui arrivent rapidement. Le zoologiste perd alors connaissance peu après leur arrivée, et il meurt dans l'ambulance lors de son transfert à l'hôpital, à 15h environ, soit moins de 24 heures après la morsure du boomslang. Il faut savoir que le venin du boomslang est hémotoxique. Ça veut dire qu'il inhibe le processus de coagulation du sang, causant alors d'importants saignements internes et externes. Mais il agit aussi lentement comparé à d'autres types de venins, ce qui peut conduire ses victimes à sous-estimer la gravité de la situation. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. L'autopsie de Karl Patterson Schmidt révélera que la plupart de ses organes internes s'étaient mis à saigner abondamment. Le pauvre homme était en fait condamné. Même en utilisant le moyen de transport le plus rapide du monde, il aurait pas pu être sauvé. Un truc comme l'aérowagon par exemple. Ah, et si vous savez pas ce que c'est pas étonnant, cette invention a disparu de la surface de la Terre en même temps que son inventeur. Valerian Ivanovitch Abakovsky naît à Riga en Lettonie le 5 octobre 1895. À part ça, on ne sait pas grand-chose de la vie de cet ingénieur autodidacte, si ce n'est qu'en 1921, il propose au gouvernement soviétique un tout nouveau moyen de transport afin de pouvoir transporter rapidement les cadres du Parti communiste. Et ça, tout en utilisant les voies ferrées existantes. Je vous présente l'aérowagon. Composé d'une sorte de wagon aérodynamique propulsé à l'aide d'une hélice en bois de 3 mètres de diamètre. Elle-même entraînée par un moteur d'avion, l'aérowagon pouvait atteindre une vitesse maximale de 140 km/h. Une sacrée prouesse pour l'époque. Ce bolide a rapidement séduit les élites soviétiques de l'époque qui ont voulu essayer l'invention dès que possible. Nous voici donc le 24 juillet 1921, sur la ligne de chemin de fer qui relie Moscou à Toula, une ville à 200 km au sud de la capitale. Valerian Abakovsky est aux commandes de son aérowagon qui file à vive allure vers Toula, avec à son bord une délégation syndicale internationale qui doit aller rencontrer des mineurs de charbon et visiter une usine d'armement. Jusqu'ici, tout va bien. L'aérowagon arrive à Toula sans problème, ses passagers font ce qu'ils ont à faire, puis ils retournent dedans pour rentrer à Moscou. Mais malheureusement, le terminus se fera beaucoup plus tôt que prévu. À mi-chemin entre Toula et Moscou, alors que l'aérowagon file à toute vitesse près de la ville de Serpukhov, il rencontre un tronçon de voie dont les rails sont en mauvais état. L'appareil déraille aussitôt et se crache violemment hors de la voie, dans une explosion de débris en tout genre. Sur les 22 personnes à bord, 6 meurent sur le coup et une 7e personne mourra plus tard de ses blessures. Les victimes comprennent plusieurs communistes venus de Bulgarie, d'Australie, du Royaume-Uni et d'Allemagne, mais aussi l'inventeur de l'aérowagon en personne, Valerian Abakovsky. Bref, le bilan est lourd quand même, et l'aérowagon, il est vite oublié. Tu m'étonnes. Contrairement à la primatologue dont on va parler maintenant, dont la vie incroyable s'est terminée de façon assez tragique, on va parler de Dian Fossey. L'histoire de Dian Fossey est tellement fascinante qu'elle a été adaptée au cinéma en 1988 dans le film tiré de son livre Gorille dans la brume, où elle est incarnée par Sigourney Weaver. Née en 1932 à San Francisco, Dian travaille tout d'abord en tant qu'ergothérapeute auprès d'enfants autistes. Passionnée par les animaux depuis l'enfance, elle devient fascinée par les gorilles après un long voyage passé en Afrique, et elle décide de les étudier en suivant les conseils de l'anthropologue Louis Leakey, comme il l'avait également fait avec une autre primatologue auparavant, la mythique Jane Goodall. Dian Fossey fonde ensuite un institut de recherche au Rwanda en 1967 afin d'étudier les gorilles de montagne, un institut où elle passe les 2 décennies suivantes à étudier ces grands primates et à mettre tout en œuvre pour les protéger de l'extinction, en luttant d'ailleurs surtout contre leur braconnage. Elle patrouille notamment avec ses équipes au sein du parc national des volcans du Rwanda afin de ramasser et de détruire les pièges à gorilles posés par les braconniers. Et forcément, après quelques années passées à leur faire la guerre, Dian Fossey est devenue leur cible principale. En 1977, son gorille préféré, un mâle nommé Digit, est tué par des braconniers alors qu'il protégeait le reste de son groupe. Le mâle de 12 ans est ensuite décapité et ses mains tranchées afin d'en faire des cendriers. C'est tout simplement horrible. Ça c'est clair. Ce terrible événement marquera profondément la primatologue qui va sombrer dans la dépression et l'alcoolisme et qui éprouvera de plus en plus d'hostilité pour les humains autour d'elle, mais qui ne cessera pourtant pas de lutter pour la survie des gorilles. Elle crée ensuite le Digit Fund et redouble d'efforts pour faire connaître sa cause au monde entier. Mais en luttant corps et âme pour les gorilles des montagnes, quitte à employer des méthodes parfois jugées extrêmes, voire racistes et néocolonialistes pour certains, Dian s'est fait de nombreux ennemis au passage.
Le matin du 27 décembre 1985, Dian Fossey est retrouvée morte dans sa hutte à l'âge de 53 ans. Sa chambre était totalement retournée, mais rien n'a été volé, et un trou a été fait dans l'un de ses murs. Le cadavre de la primatologue repose face contre terre près de son pistolet, et son visage est fendu d'un coup de machette. Son meurtre reste encore entouré d'énormément de mystères, et aucun coupable n'a réellement été identifié par la suite. Et ça, même si le gouvernement rwandais accusera par la suite l'assistant de Fossey, un certain Wayne McGuire, qui aurait été jaloux de ses recherches. Condamné à mort au Rwanda, il était déjà rentré aux USA et il échappera donc à la sentence. En réalité, la primatologue s'était faite tellement d'ennemis, qu'il s'agisse des braconniers, des autorités, des fermiers locaux, et même de ses anciens employés, que c'est compliqué de savoir qui a réellement organisé son assassinat. Dian était prête à tout pour protéger les gorilles, allant jusqu'à mépriser les populations locales, un comportement qui aurait fait d'elle une cible aux yeux de ses semblables. Le corps de Dian Fossey repose aujourd'hui auprès de son gorille préféré, Digit. 40 ans plus tard, le mystère autour de son assassinat reste entier, mais sur la même période, la population de gorilles des montagnes est quant à elle passée de 242 individus à plus d'1 millier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces histoires. Elles sont souvent glauques, mais c'est terrifiant et c'est des choses qui sont arrivées et qui méritent d'être mises en lumière quand même. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine, car comme d'habitude, la science n'attend pas. Salut!